Allez, on va démarrer. Donc, bonjour à tous. Merci de vous être connectés pour cette présentation du projet Allocation Climat. Alors, pour le fonctionnement de la présentation, l'organisation, on va fonctionner de la manière suivante. La présentation durera 30-45 minutes par là. Et ensuite, on fera des questions. Il y a une personne qui s'occupera de euh, récupérer dans le chat les différentes questions et de me les transmettre. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Bon, regardez s'il y a déjà des questions qui couvrent à peu près ce que vous avez en tête avant de vous me poster. Mais voilà, n'hésitez pas à déposer vos questions dans le chat. Et voilà, et donc on vise de terminer peut-être vers 22 heures, quelque chose comme ça, histoire de se laisser un peu de temps pour les questions. Donc, alors, je prends mes notes. Moi je m'appelle Vianney, je suis un citoyen lambda, hein, je suis ingénieur dans le spatial. Et depuis à peu près un an, je coordonne un projet qui s'appelle donc Allocation Climat, qui est une étude de faisabilité sur un outil de politique publique en vue de respecter les accords de Paris en matière de neutralité carbone. Donc cet outil, c'est en gros un rationnement des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est une étude qu'on a démarrée en novembre 2020, qu'on a menée donc jusqu'aujourd'hui, où on est en train de finaliser le rapport d'étude. Et on a mené cette étude de manière complètement indépendante des différents partis politiques. C'est vraiment une initiative collective pour étudier un outil qui nous semblait avoir un certain potentiel. Le but de l'étude de faisabilité, bah, un peu comme toute étude de faisabilité, c'était d'identifier les contraintes de conception de cet outil pour que ça fonctionne, d'un point de vue technique, d'un point de vue acceptabilité, acceptabilité par le monde politique, par les gens, etc. Et donc identifier aussi les risques associés à la mise en place et au fonctionnement de ce système pour que quelqu'un qui ensuite se pose la question plus tard de ce genre de système-là puisse avoir hein, déjà une espèce d'analyse sur les principaux points à retenir en vue de la mise en place d'un tel outil. Donc cette présentation, je vais vous présenter un petit peu les résultats principaux de cette étude et les projets qu'on va lancer par la suite. On a quelques projets pilotes en cours et puis il y a une liste pas exhaustive, mais un certain nombre d'initiatives qu'on va lancer incessamment sous peu là, dans la foulée de la publication du rapport. Et donc on passera un petit peu sur ces projets aussi pour voir qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux pour la suite. Et donc sur finalement la genèse de cette idée-là, c'est assez amusant parce que c'est finalement suite à des discussions complètement informelles entre collègues sur des enjeux climat. On avait un groupe WhatsApp voilà, sur les enjeux climat, économie, etc. où on avait un peu discuté comme ça de but en blanc sur les différents moyens qui pouvaient être intéressants pour permettre de rendre effective une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc c'est en fait dans le cadre de ces discussions-là il y a un consensus qui s'est formé sur le fait que le rationnement des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre, c'était quelque chose qui avait du potentiel. Voilà, on a voulu creuser ensuite, par la suite, cette idée-là. Donc en très bref, si je résume le système que vous puissiez situer un petit peu dès le début de quoi on va parler, etc. L'objectif de l'allocation climat, c'est d'assurer l'atteinte de la neutralité carbone. Donc la neutralité carbone, c'est quand les activités humaines émettent autant de gaz à effet de serre que ce que le système Terre est capable d'absorber via les océans, les forêts, etc. Donc aujourd'hui, il y a des chiffres qui sont aux alentours de 2 tonnes de CO2 équivalent par terrien, si on peut dire. Et donc l'allocation climat, c'est un outil pour répondre à cet objectif. Et alors comment il répond? Il y a deux principes principaux, enfin deux principes majeurs. Le premier, c'est que chaque produit, chaque bien et service qu'on va pouvoir se procurer, acheter dans notre vie quotidienne, aura un étiquetage carbone qui va indiquer
la quantité de gaz à effet de serre qui a été nécessaire pour produire ce bien, ce service et le commercialiser. Et la deuxième composante importante, c'est que chaque habitant, chaque individu gérerait du coup un budget carbone. Il se verra allouer une certaine quantité de gaz à effet de serre à émettre, et donc il gérerait ce budget-là, budget qui serait décrémenté du coup au fur et à mesure des différents achats que la personne réaliserait. Voilà, donc là c'est vraiment très très haut niveau. On va rentrer un peu plus dans le détail dans la suite de la présentation. Le sommaire, donc on verra dans un premier temps le contexte, qu'est-ce qui nous a poussé à- à analyser cette solution-là. Ensuite, on parlera de l'allocation climat en tant que telle, donc la description de l'outil, et qu'est-ce que, au terme d'un an d'études de faisabilité, eh bien, qu'est-ce qu'on recommanderait comme architecture. Alors ça va être assez haut niveau, hein, le but c'est pas de rentrer à fond dans les détails de toutes les analyses qu'on a pu faire. Il y a le rapport de faisabilité qui va être publié d'ici la fin du mois et qui a vocation à rassembler l'intégralité des analyses qu'on a pu faire sur le sujet. Donc vous pourrez vous documenter de manière beaucoup plus profonde sur ce qu'on a fait en lisant ce rapport. Et enfin, donc, en savoir plus sur le projet, là, ça va être la présentation des projets pilotes dont je parlais un peu plus tôt, des différentes activités qu'on a dans le tuyau pour commencer à faire de ce concept de rationnement des émissions de gaz à effet de serre, commencer à en faire une réalité à une échelle locale. Donc le contexte. Donc cette présentation, elle n'a pas vocation à convaincre de la nécessité d'agir contre le réchauffement planétaire. Il y a plein de gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Je vous ai mis des liens en bas là que vous pourrez parcourir si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur le sujet. Donc il y a une brochure de l'ADEME qui est assez générale et assez synthétique. Le blog de Jean-Marc Jancovici qui est pas mal, bon, si on aime un peu les chiffres, etc. Mais il donne vraiment des ordres de grandeur et ça permet un petit peu de resituer aussi les différents arguments dans le débat. La chaîne YouTube du Réveilleur qui est vraiment pas mal aussi sur le sujet. Et enfin, donc un peu l'artillerie lourde, si on veut dire, donc les rapports du GIEC, donc là c'est le cinquième, voilà, qui détaille de manière vraiment exhaustive pour le coup on va dire l'état de l'art des dégâts entre guillemets et les conséquences. Donc je pourrais vous parler de ça, je vais pas le faire. Le but c'est pas de faire du catastrophisme. Ce que j'ai mis dans cette slide, c'est quelques photos sur le type de problème qu'on pourrait rencontrer à cause du réchauffement climatique. Donc c'est pourrait, ce sont des probabilités parce que tous les travaux du GIEC sont du coup, sont des estimations et des projections de ce qui pourrait se passer. Donc on ne sait pas mieux faire que ça, on n'a jamais vécu ce genre de situation. Et donc dans la partie 2 du rapport du GIEC, plus précisément, elle détaille toutes les conséquences possibles du réchauffement climatique. Donc je vous invite vraiment à aller voir ce rapport, il y a plein de synthèses qui existent, et des synthèses de synthèses qui existent aussi sur Internet. C'est vraiment intéressant parce que voilà, ça donne un petit peu des ordres de grandeur de ce qui pourrait arriver et les différents types de problèmes, entre guillemets, qu'on pourrait rencontrer. Et donc, c'est des estimations toujours, des projections, donc c'est assorti toujours de notions probabilistes, de degrés de probabilité, etc. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours temps de s'y mettre, et puis même plus précisément, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre, pour donc lutter contre le réchauffement climatique. La première contrainte, c'est de réussir à trouver des outils adaptés à ce qu'on vise et efficaces. C'est-à-dire que les outils qu'on va mettre en place pour permettre de faire la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il va falloir que ce ne soient pas des outils qui nous gaspillent entre guillemets du temps, de l'énergie et de l'argent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Le deuxième point qui est très important aussi, c'est que la décarbonation de nos modes de vie, c'est une contrainte en plus qu'on va devoir intégrer en tant que civilisation. Et donc il faut faire attention à comment on la prend en compte, notamment par rapport aux plus faibles. Par exemple, ce qu'il faudrait éviter, c'est que les pauvres deviennent encore plus pauvres à cause de la décarbonation. Ça, c'est quand même c'est tout raté, quoi. Et donc le but de tout ça,
de cet outil-là, et puis finalement des activités qu'on mène là, c'est de respecter les accords de Paris avec un réchauffement qui est limité à 1,5 degré. Donc là, c'est vraiment juste respecter les engagements qu'on a pris il y a quelques années maintenant, euh, en réussissant à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Alors pourquoi 1,5 degré? Il y a toujours des questions. Le rapport du GIEC, il a précisé justement, enfin le GIEC plutôt, pardon, a sorti un rapport suite aux accords de Paris pour détailler quelles sont les conséquences d'un réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport aux conséquences d'un réchauffement climatique à 2 degrés, donc 0,5 degrés de plus. Et donc une des conclusions, c'est que les effets du réchauffement climatique ne sont pas du tout linéaires avec les degrés en plus, si on peut dire. Donc ça veut dire que si vous avez entre un réchauffement climatique à 1,5 degré et 2 degrés, les conséquences vont pas être juste plus 30%, quoi. Ça va être beaucoup plus. Et donc à titre d'exemple, par exemple, pour illustrer ça, le rapport mentionne que sur la fonte de la banquise arctique, par exemple, il y a un facteur 10 sur le nombre d'étés où il n'y a plus de banquise du tout dans l'Arctique. Donc voilà, c'est vraiment le facteur 10, c'est quelque chose de vraiment pas du tout linéaire par rapport au 0,5 degré d'élévation de température entre les deux scénarios. Alors, ensuite, un deuxième apport du GIEC, là, c'est que le réchauffement climatique exprimé en degrés, donc en degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, etc., il est proportionnel à la quantité de gaz à effet de serre, en kilos, qu'on a émis, que l'humanité a émise depuis l'ère pré-industrielle. Et du coup, ça c'est intéressant, parce que si on veut du coup rester sous les 1,5 degrés, à partir d'estimations de ce qu'on a déjà émis par le passé, de mesures de ce qu'il y a dans l'atmosphère, etc., eh bien on sait dire quelle quantité de gaz à effet de serre il nous reste à émettre le temps qu'on atteigne la neutralité carbone. Donc la neutralité carbone, ensuite, une fois qu'on a atteint la neutralité carbone, il n'y a pas plus de gaz à effet de serre qui sont émis dans l'atmosphère que de gaz à effet de serre qui sont retirés de l'atmosphère via la photosynthèse, etc. Donc ici, c'est les chiffres là en 2018, donc du budget global qui nous resterait pour atteindre les 1,5 degrés. Bon, et le budget dépend aussi le chiffre dépend de la probabilité qu'on se donne d'atteindre cet objectif. Au rythme actuel, on est à peu près à 40 gigatonnes de CO2 par an, mais donc on voit que finalement, là, en 12 ans, si on reste sans rien faire, eh ben on crame le budget, entre guillemets, voilà, en 12 ans. Donc on a quand même pas beaucoup de temps pour atteindre la neutralité carbone. On a le budget qui nous reste, les 500 gigatonnes de CO2. Il faut qu'on le consomme sur le chemin vers la neutralité carbone. Il faut qu'on puisse arriver à la neutralité carbone avant qu'il soit complètement consommé. Donc là, la grande question, c'est comment est-ce qu'on fait pour respecter ce budget, ce chiffre-là. Et donc c'est la suite de la présentation. Un petit focus sur la France. Alors, le graphique que vous avez ici, c'est l'empreinte carbone, alors globale pour les colonnes et puis par français pour les petits points orange. L'empreinte carbone, c'est la quantité de gaz à effet de serre qui est émise pour satisfaire la consommation des Français. Donc en incluant les émissions qui sont réalisées sur le territoire français, mais aussi les émissions qui sont réalisées à l'étranger pour produire les biens qu'on importe. Donc ça, c'est une figure assez complète, on va dire, de l'effet de la demande, entre guillemets, des Français sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on voit que c'est bon, à peu près stable, hein, les chiffres là de 2018. Bon, des estimations. Bon, c'est des chiffres qui sont globalement toujours un petit peu compliqués à établir parce qu'avec à court terme, donc là des chiffres de 2020, hein, on va pas forcément les avoir tout de suite. Mais on voit globalement c'est une tendance à peu près stable, hein, en empreinte carbone par personne. Ça augmente un petit peu en empreinte carbone globale. Et donc l'horizon soutenable, c'est 2 tonnes en 2050. Et donc en gros, là, si on fait une espèce de pente entre la situation en 2018 et puis la situation à 2 tonnes en 2050, c'est bah, l'air sous la courbe, là tout ça, ça nous donne les 500 gigatonnes de CO2 à respecter en gros au niveau de la Terre. Et donc on voit que bah, finalement, pour passer de 11 tonnes à 2 tonnes en à peu près 30 ans, voilà, ça fait 5% par an. Donc bon, c'est clairement pas négligeable, hein, mais c'est pas non plus irréalisable.
5%. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà fait des petits calculs d'empreinte carbone personnelle avec les différents simulateurs qui existent sur Internet. On fera un article sur le site pour essayer de recenser un peu ces simulateurs-là. Mais voilà, enfin, souvent, c'est pas forcément des vies affreuses quand aujourd'hui on est déjà à 6 tonnes, quoi. Pour les gens qui sont à 6 tonnes, c'est pas des gens qui vivent comme des parias dans des grottes dans la montagne. Donc, il peut y avoir une certaine marge de manœuvre qu'on peut utiliser dans les premières années, même si ça implique nécessairement qu'il faut que l'ensemble de l'appareil productif s'adapte pour que cette diminution elle soit stable dans la durée. C'est important d'être stable dans la durée parce que là c'est 5% par an, c'est si on s'y tient chaque année. Si une année on fait pas moins 5%, bah, ça veut dire que pour respecter le budget global, il faut que l'année suivante on réduise plus. Donc voilà, le message que je veux passer sur cette slide-là, c'est que c'est pas nécessairement affreux, ça peut être dur, mais c'est pas nécessairement affreux. Mais la seule condition, c'est qu'il faut qu'on s'y tienne et que les outils qu'on va mettre en place pour ça, ils soient efficaces et ils nous garantissent qu'on atteint bien les résultats. Donc on en vient au sujet de la présentation. On a un budget à tenir et quel outil on prend? La première question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce qu'on répartit le budget restant entre les différents citoyens? Donc ça, on a vu qu'il y avait un budget restant de 500 gigatonnes là, donc pour la Terre, on pourrait faire le ratio pour la France. Et ensuite, comment est-ce qu'on répartit ce budget entre les différents individus? Donc on pourrait dire, option 1, qu'on prend une photo à l'instant T, donc aujourd'hui, et on donne à tout le monde on va dire le budget, une part qui correspond à ce qu'ils ont l'habitude d'émettre jusque-là. Et ensuite, on applique le même pourcentage de réduction à tout le monde pour atteindre ensuite l'objectif. Mais bon, c'est pas très juste parce que à droite, par exemple, vous avez l'empreinte carbone, donc la métrique que je vous présentais dans les slides précédentes, l'empreinte carbone par ménage en tonnes de CO2, en fonction des déciles de niveau de vie. Et donc on voit que les plus aisés, ils émettent en moyenne 2 fois plus que les plus démunis. Donc voilà, il y a plusieurs études qui existent sur le sujet. On a pris une étude qui nous paraissait suffisamment sérieuse. Bon, le principe de cette option 1, c'est comme si un peu vous partagiez un gâteau en fonction du salaire des gens qui sont à table. Donc bon, c'est pas sûr que quelqu'un ramène un gâteau la fois suivante. Instinctivement, c'est pas la solution vers laquelle on irait spontanément quand on essaye de penser un petit peu équité, etc. L'autre option, bah, c'est celle qu'on a retenue, c'est en donnant à chacun la même part. Donc chaque citoyen obtient la même allocation de droits à émettre, quel que soit son revenu. Et bon, plus précisément, c'est donc une allocation qu'on donnerait à chaque unité de consommation. Alors, unité de consommation, bon, c'est presque pareil que les individus, sauf que ça tient compte des gains d'échelle, on va dire, dans un ménage. Parce que généralement, dans un ménage, dans une famille, on n'a pas forcément besoin de 2 maisons et d'autant de voitures qu'il y a d'individus dans la famille. Donc, il y a vraiment des effets d'échelle qui sont atteignables par ce biais-là. Et donc l'unité de consommation, elle tient compte de ça. Donc c'est pas des notions nouvelles, hein, c'est des notions qui existent, qui sont très utilisées par l'INSEE notamment pour faire des statistiques. Et donc en gros l'unité de consommation dans un ménage, c'est 1 pour le premier adulte, 0,5 pour l'adulte suivant, et ensuite c'est 0,5 pour les enfants de plus de 14 ans et 0,3 pour les enfants de moins de 14 ans. Voilà. Donc bon, ça ne veut pas forcément dire qu'on va prendre tel quel ces chiffres, mais l'idée c'est que le résultat de l'étude, ça nous montre qu'il faut plutôt utiliser une approche par unité de consommation, même si les chiffres pourraient être adaptés pour, voilà, si jamais il y a une étude qui montre que ça serait pertinent pour, pour en parlant des émissions de CO2. C'est plus pertinent de faire ça plutôt que de faire une approche vraiment par individu où il y a un pour tout le monde, ou même par ménage, quoi. Voilà. Et donc l'autre intérêt de faire ça, de donner une part égale à chacun, c'est que tout le monde a le même objectif, mais plus ou moins de chemin pour y parcourir, pour y parvenir. Voilà, donc on a tous à la fin le même objectif, mais par contre, bah, si aujourd'hui j'étais par exemple dans un ménage très émetteur, et ben voilà, il faut que je me fasse un peu plus d'efforts pour arriver à cet objectif. Donc vu que c'est relativement proportionnel au revenu, l'empreinte carbone, c'est intéressant. Alors, donc maintenant, l'allocation climat. Donc ici, ça va être quelques slides pour présenter un petit peu l'architecture de ce qu'on envisage, enfin de ce qu'on propose suite à notre étude.
Ça serait une allocation mensuelle de quotas d'émissions de gaz à effet de serre aux particuliers. Alors la raison du mensuel, c'est qu'il y a moins d'effet de seuil que si c'est annuel. Typiquement, on peut imaginer que quand c'est annuel, eh bien, il y a des gens qui crameraient tout leur quota d'émissions très vite et qui se retrouvaient ensuite à l'approche de l'hiver un peu démunis. Donc voilà, l'allocation mensuelle, ça permet d'être un peu plus fluide et finalement, comme les allocations familiales, les différentes allocations, c'est des choses qui sont mensuelles et il n'y a pas trop de notion de recevoir tout d'un bloc en un an. Et donc cette allocation mensuelle, ensuite, elle est réduite d'année en année, donc avec un facteur, voilà, enfin 5 à 7%. Bon, c'est pas forcément une trajectoire linéaire, hein, on pourrait imaginer une trajectoire un peu plus euh, douce au début pour démarrer, ou au contraire un peu plus forte, parce qu'on sent qu'il y a il y a de la marge, et puis un peu plus tassé sur la fin, hein, c'est l'idée. Et donc l'intérêt là, c'est de coller autant que possible à des scénarios qui permettent de donner de la visibilité aux différents acteurs. Et donc notamment, vous avez sûrement entendu parler des différents scénarios du GIEC. Alors dans les précédents rapports, c'était les scénarios RCP. Donc il y avait RCP 2,6 par exemple, c'était un scénario optimiste de décroissance des émissions, et d'autres scénarios où au contraire c'était pas vraiment optimiste. Donc voilà, ça pourrait être quelque chose qui est rattaché à une trajectoire recommandée euh, qui donne surtout de la visibilité aux gens. Ça, c'est vraiment important. Et donc cet outil-là, il permet de rester dans le budget des émissions de gaz à effet de serre de manière globale. C'est ça qui est vraiment important, c'est que pour respecter 1,5 degré, on a un budget à respecter, un budget d'émissions à respecter. Donc, vu que la contrainte est de type budgétaire, le meilleur moyen de tenir ce budget, c'est d'avoir un outil qui lui aussi fonctionne sur un mode de budget. Et donc, l'autre point en particulier, c'est que plus on pollue, donc plus on émet de gaz à effet de serre, plus on doit faire d'efforts. Donc, c'est à peu près aussi cohérent avec ce qu'on pourrait imaginer comme ça, hein. C'est que quelqu'un qui a un mode de vie assez émetteur, dans l'absolu, il devrait faire plus d'efforts. Voilà. Ensuite, donc là, ça va être la petite slide avec l'architecture. Donc, vous allez avoir donc voilà, le dispositif allocation climat complète les transactions économiques habituelles entre les entreprises qui font du B2C, donc business to customer, donc les entreprises qui vendent aux consommateurs finaux, et les consommateurs finaux, donc vous et moi. Donc, d'un côté, vous allez avoir les entreprises, dont elles, leur rôle, ça va être de mettre en place une comptabilité des flux de carbone, on y reviendra un petit peu après, dans le but d'établir un étiquetage carbone des biens et services. Donc voilà, il y a des slides un peu dédiés à peu près derrière, mais on y reviendra. Le but de tout ça, c'est vraiment de réussir à avoir un étiquetage à peu près précis et pas trop coûteux à mettre en place et à maintenir sur la partie, sur chaque bien et service, de manière à ce que moi ensuite, comme citoyen, je puisse avoir accès à l'information de combien d'émissions de gaz à effet de serre représente le bien que j'envisage d'acheter, par exemple. Et donc les entreprises déclarent un bilan carbone équilibré sur la base de cette comptabilité, qui peut être ensuite certifiée via des expertises comptables, un peu comme ce qui peut être fait aujourd'hui. On y reviendra. Ensuite, vous avez un organisme qui s'appelle qu'on a appelé la caisse climat, qui va verser mensuellement les kilos de gaz à effet de serre. Donc on a appelé ça des points carbone. Un point carbone, c'est donc un kilo de CO2 équivalent. Donc on va verser mensuellement les points carbone aux différents citoyens sur un compte dédié. Et ensuite, donc la partie intéressante, là où on intervient en tant que, voilà, en tant qu'individu et en tant que collectif, c'est que par nos choix, l'ensemble des citoyens va réussir à réorienter la production en intégrant finalement vis-à-vis des entreprises, pas seulement la contrainte prix, qui souvent peut amener à de la consommation vraiment, enfin, à décupler la consommation, etc. Mais en intégrant aussi une contrainte physique qui est la quantité de gaz à effet de serre qui sont émises par les différents biens et services. Et donc ça, c'est vraiment les citoyens, donc nous, quand on va aller acheter nos différents produits et services, on va payer en euros comme d'habitude. Il y aura une deuxième transaction qui se fera de manière transparente en points carbone, euh, voilà, pour couvrir finalement les émissions de gaz à effet de serre qui sont relatives à chaque produit.
Et enfin, du coup, on aurait la caisse du climat qui organiserait et régulerait un marché du carbone, donc on en reviendra un petit peu plus à plus tard, où les citoyens auront la possibilité aussi d'échanger leur surplus d'allocation. Voilà, donc sous certaines contraintes, on y reviendra. Donc voilà, le schéma macroscopiquement c'est ça. Dans l'étude de faisabilité, on s'est pas mal attaché à déterminer la faisabilité voilà, de cette comptabilité, de ces transferts de points carbone, là, comment est-ce qu'on fait ça de manière à peu près transparente et que ça soit pas une charge mentale énorme pour les gens, hein, que ça soit un peu réaliste à l'utilisation. Donc pareil, sur le marché du carbone, on a réfléchi un petit peu à comment est-ce qu'on allait former le prix, comment est-ce que ça allait fonctionner, euh, quelles contraintes il fallait mettre en place, etc. Donc la deuxième question il faut qu'on se pose une fois qu'on a eu une fois qu'on s'est posé la question de l'architecture générale, c'est quels sont les produits qui doivent être concernés par ce système-là. Alors il faut savoir que par exemple il y a ce schéma de rationnement des émissions de gaz à effet de serre, de quotas individuels de gaz à effet de serre, c'est quelque chose qui avait déjà été étudié en Angleterre il y a au moins une bonne dizaine d'années maintenant. Et c'était un scope un peu différent au sens où c'était les consommateurs finaux, donc les particuliers. Ça concernait uniquement l'énergie, donc les achats d'essence, de gaz, d'électricité, etc. Donc on va dire une version un peu différente. Le point important que nous on a retenu dans le cadre de l'allocation climat, c'est que puisque le budget qu'on se fixe des 500 gigatonnes là, de CO2, c'est un budget systémique qui inclut, enfin, que c'est sur toutes les émissions de gaz à effet de serre, bah, il faut que les produits concernés, ça soit tous les produits. Et donc l'ensemble des produits, de manière à pouvoir couvrir vraiment l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. Parce que l'idée, c'est que si jamais voilà, donc on doit faire moins 80% sur les émissions par rapport à aujourd'hui, si de base on enlève par exemple 20% des émissions du dispositif, bah, ça veut dire que pour atteindre le budget final, il faut faire 100% de réduction sur ce qui reste dans le périmètre. Donc il y a une notion d'assiette, plus l'assiette est large, plus la réduction entre guillemets elle peut être diluée. Et puis l'autre, voilà, la raison fondamentale, c'est vraiment que la contrainte est le type budgétaire sur l'ensemble des émissions. Et donc, notamment, ça va inclure les émissions individuelles directes, donc c'est-à-dire les émissions qu'on génère nous-mêmes, entre guillemets, quand on va brûler de l'essence ou brûler du gaz dans la chaudière ou la voiture thermique, mais aussi, et c'est ça qui est important, les émissions indirectes qui sont liées aux biens et services que l'on consomme. Biens et services qui peuvent être produits en France et consommés en France, ou biens et services qui peuvent être produits à l'étranger, importés pour être consommés ensuite en France. Et donc là, c'est très important d'avoir de bien prendre en compte les importations dans toutes les politiques publiques hein, de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a pas que l'allocation climat, c'est vraiment quelque chose de majeur parce que si jamais vous ne prenez pas en compte les importations, et ben les entreprises qui produisent en France aujourd'hui, elles vont juste délocaliser les étapes très émettrices de leur processus de production à l'étranger, donc dans des pays en tout cas qui ne sont pas trop regardants sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça c'est vraiment important parce que si on ne fait pas attention à ça, bah, la délocalisation c'est le moyen plus simple pour les entreprises de s'affranchir de ces contraintes. Et donc, enfin, historiquement, en plus, c'est un peu ce qui s'est passé, parce que si vous regardez on va dire la part des importations dans l'empreinte carbone, elle a fait qu'augmenter depuis 1990, alors que la part des émissions sur le territoire national a baissé de 30% à peu près. Et donc là, si l'empreinte carbone est restée à peu près stable, ça veut bien dire que les émissions, elles ont juste été déplacées ailleurs et elles ont pas disparu, quoi. Ensuite, donc, on va parler de l'étiquetage carbone des biens et services. Alors, c'est un prérequis qui est très important parce que ça permet aux gens de connaître les émissions qui sont liées à leur mode de vie et de connaître finalement, de ne pas être juste des, entre guillemets, des gens pas informés, des moutons, etc., qui seraient pilotés juste par des choix économiques. Mais c'est vraiment de pouvoir rendre les gens acteurs du choix de mode de vie qu'ils veulent avoir et de la quantité d'émissions qu'ils peuvent générer. Et donc ça, c'est vraiment important si on veut que les gens puissent faire des choix pertinents et être des acteurs informés
et donc des moteurs quelque part de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Bon, je pense que vous avez peut-être, enfin, si vous êtes à cette présentation, c'est que vous êtes un peu sensibilisé sur ces sujets. Et vous avez peut-être sûrement déjà fait l'expérience que finalement il y a plein de gens qui pensent être assez écolos juste parce qu'ils éteignent la lumière en sortant d'une pièce et qui vont vous dire ça de manière assez naïve quelque part. Mais ça montre vraiment qu'il y a non seulement un problème il y a un problème de formation et de notion d'ordre de grandeur. Finalement, les gens n'ont pas d'idée de quel est l'impact des choses qu'ils achètent et de leurs activités. Et donc, la première pierre qu'il faut mettre en place, quelle que soit la politique qu'on met en place pour atteindre les accords de Paris, c'est vraiment de rendre les gens capables d'être acteurs informés sur cette réduction. Alors du coup, dans le cadre de l'allocation climat, on s'est intéressé à la question suivante. Comment est-ce qu'on fait pour établir un étiquetage carbone pour tous les biens et services? Et comment est-ce qu'on fait pour faire ça de manière à peu près décentralisée, euh, efficace et contrôlable? C'était vraiment quelque chose qui était important parce qu'aujourd'hui, il y a une méthode qui s'appelle l'analyse de cycle de vie, qui est, on va dire, une des principales méthodes utilisées pour déterminer pour un produit, voilà, quel est on va dire, les émissions de gaz à effet de serre qui se cachent entre guillemets derrière ce produit. L'inconvénient de cette méthode-là, c'est qu'aujourd'hui, c'est souvent des cabinets de conseil qui la font et qui ont une forte expertise, parce qu'il y a besoin non seulement d'aller voir l'entreprise qui va vendre le produit, mais aussi l'entreprise qui a fabriqué le produit, les fournisseurs de cette entreprise, les fournisseurs des fournisseurs, enfin voilà, remonter toute la chaîne de valeur. Et donc pour ça, il faut vraiment donc une très forte expertise. Donc on utilise aussi pas mal de facteurs d'émission. Les facteurs d'émission, c'est vous dites par exemple, 1 kg de beurre en moyenne, c'est tant de kilos de CO2. Et donc les facteurs d'émission, un des problèmes, c'est que c'est difficile de différencier deux producteurs qui font le même produit mais de manière différente. Euh, voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Et donc, de manière générale, l'analyse de cycle de vie, on a considéré que c'était pas très robuste au passage à l'échelle. C'est-à-dire que ça marche bien quand on va en faire sur quelques produits, etc. Par contre, si on fait ça sur l'ensemble des biens et services, c'est Jean-Marc Jancovici lui-même qui nous avait dit, si vous faites ça sur l'ensemble des biens et services, il vous faut un demi-million de personnes dans ce genre d'activité. Donc on se rend vite compte que c'est compliqué à mettre en place. Et donc ce qu'on a retenu, c'est de mettre en place une refacturation des flux de carbone entre les entreprises. Alors l'idée, c'est que chaque entreprise aura sur les factures de ses fournisseurs. Aujourd'hui, ils ont le descriptif des produits qu'ils achètent avec le prix en euros. L'idée, c'est qu'ils auront aussi le contenu en carbone des différents biens qu'ils achètent. Donc, par exemple, 10 points carbone pour l'achat 1, là, donc ça correspond à 10 kg de carbone, 10 kg de CO2 équivalent. 5 pour l'autre. Donc ils font la somme de ces achats, l'entreprise fait la somme de ses achats, 15 points carbone. Elle va y rajouter les émissions directes. Donc si vous êtes un peu familier des analyses de cycle de vie, c'est ce qu'on appelle le scope 1, donc les émissions qui sont sous la responsabilité de l'entreprise. Donc là par exemple 15 plus 5, hop, ça fait 20. Et ensuite elle va ventiler ce total de 20 sur ses sorties, donc sur ses ventes. Donc, par exemple, là, si l'entreprise elle achète à partir de ses achats et de son process, ensuite elle fabrique de produits A et B, et ben elle va ventiler les émissions sur ces produits-là. Voilà, et donc à la fin, on a une égalité comptable entre le carbone que l'entreprise manipule, à savoir ses achats plus ses émissions directes, et ce qu'elle va ensuite transmettre à ses clients. Et donc, dans cette approche-là, finalement, cette comptabilité carbone, elle est assez similaire à la comptabilité générale, ou la comptabilité traditionnelle, où on gère des euros, enfin des flux en euros. Et donc, de la même manière, on va pouvoir réutiliser un certain nombre de concepts qui existent déjà dans la comptabilité traditionnelle pour gérer, on va dire, la complexité des flux de carbone qu'il peut y avoir dans une vraie entreprise, avec notamment les variations des stocks sur les achats, sur la production, l'amortissement des investissements, etc. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qu'on pense pouvoir réutiliser. Donc il y a un projet pilote, on en parlera un petit peu après, qui vise justement à appliquer ce mécanisme-là sur une entreprise réelle pour vérifier qu'effectivement ça fonctionne. Mais voilà, l'idée dans cette petite slide-là, c'est que finalement l'entreprise, elle est responsable de ce qui est dans son périmètre, c'est-à-dire
ses émissions directes et ensuite ventiler l'ensemble des émissions, des flux qu'elle manipule vers ses sorties. Et c'est elle qui sait comment les ventiler parce que c'est elle qui est propriétaire quelque part et qui maîtrise son processus de production. Voilà, donc ça on a pour une entreprise. Ensuite la question, c'est finalement ça c'est bien gentil, mais sur les achats, il faut aussi que ces achats-là, les achats de l'entreprise, ils aient une valeur carbone. Et donc là, si vous prenez la slide précédente, qui est pour une entreprise, et que vous chaînez toutes les entreprises en reproduisant finalement la chaîne de valeur qui existe aujourd'hui, où aujourd'hui chaque entreprise elle a des fournisseurs, des clients, etc. Et ben vous avez quelque chose un peu similaire finalement. Vous allez avoir les fournisseurs A et B, donc là on va dire à gauche de la slide, qui vont recevoir de leurs fournisseurs eux-mêmes les factures indiquant le nombre de points carbone correspondant à leurs achats. Elles vont rajouter à ces points carbone les émissions liées à leur processus de production, leurs émissions directes scope 1. Elles vont transmettre ça à leurs clients, donc là le producteur 1 par exemple, qui lui-même va rajouter ses émissions directes, va ventiler ensuite ça sur ses ventes, et ainsi de suite, voilà, jusqu'à arriver au point de vente où là c'est le consommateur final, donc nous en tant que citoyens, qui allons pouvoir du coup avoir cet étiquetage qui est finalement la résultante, la cascade entre guillemets de l'ensemble des émissions directes de chaque émission sur le produit final. Et donc là, vous pourrez très bien imaginer finalement que ici, ça peut être la chaîne de valeur d'un vélo, là en haut, et donc une chaîne de valeur particulière, par exemple faite en France, par exemple. Et en bas, la même chaîne de valeur pour un vélo assez similaire, mais fait par des entreprises différentes, qui sont importées, par exemple. Et donc à la fin, vous vous retrouvez avec deux produits qui ont un étiquetage qui est différent, qui vous permet du coup de comparer des produits similaires avec des process de production qui peuvent être assez différents. Et ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est que voilà, c'est vraiment le chaînage finalement d'opérations qui sont faites au niveau de l'entreprise et qui n'impliquent que ce que l'entreprise peut maîtriser. Quand on chaîne bout à bout tout ça, et ben ça permet d'arriver à une valeur sur le produit final. Et finalement, il peut y avoir une forme d'analogie avec l'établissement des prix finalement, parce que quand vous avez un fournisseur A par exemple qui va augmenter ses prix vis-à-vis de son client producteur 1, le client producteur 1, qu'est-ce qu'il va faire en général? Il va cascader ses augmentations de prix sur ses ventes, etc. Et à la fin, ça se retrouve, on va dire, devant chez nous. Donc voilà, c'est pas un concept qui sort de nulle part, c'est- c'est- on- ça existe déjà quelque part d'une certaine manière. Et donc pour les importations, qui restent donc dans tous les cas, quelle que soit la politique, le point important, le problème des importations, c'est que l'entreprise qui va venir importer son produit en France, par exemple, elle n'est pas forcément coopérative. Elle ne va pas forcément vouloir accepter de se soumettre ce truc-là. Et du coup, ce qu'on préconise, on va dire, dans ce cas-là, c'est de mettre en place des estimations majorées, donc qui pourraient être basées soit sur des analyses de cycle de vie, soit sur constater quels sont les prix équivalents sur des produits équivalents à l'intérieur du périmètre. Faire des estimations majorées en étant, entre guillemets, assez lourd sur la majoration pour être sûr qu'on ne va pas avoir de gens qui pourraient s'en sortir, etc. Et donner en même temps la possibilité aux entreprises qui le souhaitent, aux entreprises étrangères qui le souhaitent, de démontrer que leurs produits, ils sont un contenu carbone, un poids carbone, pardon, qui est meilleur que l'estimation majorée qui s'appliquerait par défaut. Et donc sur ça, il y a des normes internationales comme l'ISO 14040 qui est la norme pour les analyses de cycle de vie, voilà, qui sont des choses qui sont partagées déjà et qui sont accessibles par les différentes entreprises. Donc, on met quelque part une estimation assez majorée qui est en fait une espèce d'incitation, hein. Et à côté, on laisse la porte ouverte pour dire, voilà, si vous n'avez pas envie d'avoir l'estimation majorée qui serait trop impactante pour vos activités, et ben, vous avez la possibilité de démontrer un bilan un peu plus intéressant. Ensuite, le marché du carbone. Donc là, une slide rapide. Ici, vous avez donc les acheteurs avec le marché du carbone. La contrainte de design principale, c'est qu'il ne faut pas que les points carbone, ça soit un moyen de se faire de l'argent. Et il ne faut pas que non plus quelqu'un qui soit très très riche puisse acheter tous les points carbone dont il a besoin pour maintenir son niveau d'émission, son mode de vie.
parce que voilà, ça serait un tort énorme et un effet pervers énorme qui pourrait juste mettre par terre le système. Donc c'est vraiment quelque chose que on veut pas faire. Le but du marché du carbone, c'est de donner un peu de flexibilité dans ce système-là, de pouvoir aussi récompenser les comportements vertueux, c'est-à-dire les gens qui ne consommeraient pas tout leur quota. Du coup, il y aurait une incitation aussi à consommer moins que son quota. Et bon, et accessoirement aussi, l'autre point important, c'est que s'il n'y a pas de marché du carbone, bah, on se retrouve un peu comme le rationnement pendant la guerre, où bah, s'il n'y a pas de possibilité officielle d'échange, bah, il y a forcément des possibilités officieuses d'échange qui se mettent en place avec des marchés noirs, etc. Donc, euh, donc ici, vous avez des vendeurs, par exemple, qui vont vendre leur point carbone, qui souhaitent vendre leur point carbone. Vous avez un acheteur ici qui va vouloir en acheter plus que la moyenne, ou en tout cas plus que celui qui est au-dessus. Et donc, on a retenu que pour ce marché, il faudrait seulement des transactions comptantes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut pas que les gens puissent mettre en place des contrats à terme ou des produits dérivés, style contrat à terme, où finalement on va spéculer à la hausse ou à la baisse sur le cours du carbone. C'est vraiment que des transactions comptantes, donc qui se réalisent instantanément. Et donc ici, par exemple, vous allez avoir voilà, donc chaque personne qui reçoit 1 euro, etc. Et le cas particulier de la personne qui en achète plus, c'est que plus on achète de carbone sur une année glissante, plus on va acheter de points carbone, plus le prix unitaire d'achat va augmenter. Donc là, l'idée, c'est que bah, si on achète un point carbone, par exemple, sur l'année, bah, très bien, on va payer le prix de marché, entre guillemets. Par contre, si on en achète deux, bah, on va pas payer juste deux fois le prix de marché, on va payer par exemple quatre fois. Voilà, parce que le but, c'est vraiment de désinciter, enfin de ne pas inciter les hauts revenus à acheter juste les points carbone sur le marché. C'est pour maintenir leur niveau de vie, quoi. Donc le but, c'est fondamentalement voilà, de faire en sorte que la spéculation soit pas rentable, et donc ça, c'est un facteur énorme pour limiter son apparition. Et il faut que l'argent n'évite pas la réduction, donc que ceux qui ont énormément d'argent bah, n'épargnent pas juste un petit peu moins, entre guillemets, pour continuer à vivre comme avant. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que cet écart-là, donc ces espèces de commissions progressives finalement sur le prix d'achat, elles peuvent être utilisées derrière pour financer les investissements des gens les plus démunis qui seraient dans le décile 1 et qui seraient dans des situations compliquées, on va dire financièrement, et qui seraient aussi avec par exemple, bah, complètement très loin de la moyenne et qui auraient un mode de vie très émetteur malgré eux. Ensuite, donc on va parler un petit peu de la mise en place. Alors, ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est que on a pu le découper en plusieurs, on a réussi à le découper en plusieurs étapes qui étaient à peu près indépendantes. La première, c'est l'étiquetage carbone des biens et services. Donc ça, quel que soit finalement le, le- le- l'outil qu'on va utiliser en tant que société pour réduire les émissions, c'est toujours intéressant d'avoir en tant que citoyen l'information sur les biens et services. Ça, c'est vraiment fondamental. Donc c'est un prérequis indispensable. La deuxième étape, c'est la mise en place des comptes climat et des moyens de paiement en point carbone. Donc là, l'idée, c'est qu'il n'y a pas encore de contraintes. Par contre, ça permettrait à chacun de mesurer précisément son empreinte carbone annuelle et son impact qu'il a sur les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, donc quelque part, ça serait une forme d'outil de suivi euh, à disposition des gens pour que voilà, les gens se familiarisent quelque part avec le mode de vie qu'ils ont et l'effet de leur mode de vie sur les émissions. Et enfin, la troisième étape, ça serait bah, la mise en place du quota, c'est-à-dire de la limite, et le marché du carbone pour pouvoir mettre un peu de flexibilité aux différentes situations qui peuvent survenir. Et voilà, et donc ça, cette troisième étape, elle est fondamentale pour le respect du budget climatique global des 500 gigatonnes de CO2 qu'on voyait plus haut, parce que c'est ça qui met en place l'obligation de résultat. C'est quand vous avez la limite et vous avez le budget à pas dépasser, bah, vous savez finalement, vous savez dire au niveau français, enfin, au niveau du périmètre du dispositif, vous savez dire quelle est les capacités maximales de gaz à effet de serre qui vont être émises. Ça va correspondre finalement aux allocations qui ont été versées.
Et donc le marché du carbone, accessoirement, ça valorise aussi les modes de vie sobres, ceux qui vont être en dessous de l'objectif, au-dessous du quota, qui vont pas tout consommer l'intégralité de leur quota. Et ben voilà, ils vont être récompensés par ce biais-là. Alors ensuite, cette slide, je vais on va passer un peu rapidement dessus, mais c'est très important. On s'est aussi posé la question au fil de nos analyses de finalement, qu'est-ce qui fait la spécificité des quotas aux particuliers par rapport aux autres outils de politique publique? Et donc on a recensé la taxe carbone compensée et les quotas aux producteurs. Alors on va y venir. Dans le rapport, il n'y aura pas forcément beaucoup de détails sur ça. On prévoit de faire une note dédiée, une note d'analyse dédiée pour parler de ce sujet-là, parce que c'est vraiment un sujet à part entière. Donc voilà, c'est une note qu'on publiera un peu plus tard. Mais ici déjà, je donne déjà on va dire les raisons principales. Alors, une taxe carbone compensée, déjà, qu'est-ce que c'est? Alors, une taxe carbone, c'est une taxe que vous allez payer sur les émissions, enfin sur vos émissions directes, donc carburant, gaz, etc. Et que les entreprises vont aussi payer sur les émissions qu'elles font sur leur scope 1. Et donc à la fin, ça se répercute dans tous les cas sur les prix de vente, vis-à-vis des particuliers. Compenser, ça veut dire que le produit de la taxe, donc ce qui est payé par les différentes personnes, les particuliers, puis les entreprises au niveau de cette taxe-là, c'est reversé ensuite aux gens, selon un schéma de redistribution qui peut être qui est complètement libre, hein. Ça peut être la même chose pour tout le monde ou dégressif en fonction du revenu, etc. Donc le but de la taxe carbone compensée, hein, c'est d'éviter que les pauvres soient encore plus pauvres à cause de la taxe. Donc on camponne, on va dire, pour le décile 1 par exemple, vous pourrez imaginer que la taxe carbone compensée à la fin, il y a zéro effet. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, ils ont pas dépensé plus d'argent qu'ils en ont reçu en moyenne sur l'année. Bon, sur le principe de la taxe, ça existe en partie déjà parce que dans le prix que vous allez payer à la pompe sur votre liste d'essence, c'est plus de la moitié, c'est déjà des taxes depuis un bon moment. Voilà, donc ça c'est la définition de la taxe carbone compensée, c'est quand même une nouveauté par rapport à la taxe carbone tout court. La première différence, c'est qu'on dans les quotas, il y a une certaine liberté sur la répartition de l'effort. C'est-à-dire que tant qu'on est à l'intérieur du quota, et qu'on a envie de faire finalement un voyage en avion tous les 2 ans, mais qu'à côté on n'ait pas de voiture, on soit végétarien et on vive tout nu dans une cabane en bois, et ben en fait, c'est strictement pareil, c'est traité de la même manière que une personne qui aurait une vie à peu près un peu plus normale, entre guillemets, mais qui renoncerait à l'avion pour ses voyages, pour rester dans son quota. Donc c'est vraiment indépendant finalement de comment est-ce que les gens vont. C'est indépendant des choix de vie des gens. Avec la taxe, c'est un peu différent parce que vous allez payer de toute façon quoi qu'il arrive, même si dès le premier litre d'essence, dès le premier truc que vous allez acheter, vous allez payer. Et si vous êtes déjà par exemple à 2 tonnes par an, alors qu'au lieu des 10 qui serait l'objectif, et donc vous êtes déjà entre guillemets le très bon élève de la classe, vous allez quand même payer la taxe comme tous les autres. Donc il y a une notion voilà, d'absence de récompense, etc., qui, qui nous satisfaisait pas vraiment, parce que finalement personne ne sait à combien vous en êtes de tonnes, parce qu'il n'y a pas de suivi. La taxe, c'est juste des euros qu'on paye, donc personne ne connaît les efforts que vous faites. Le deuxième point, qui est aussi très important, c'est que le quota, il permet d'avoir un contrôle direct sur les quantités maximales de gaz à effet de serre émises. Donc ça c'est important quand la contrainte climatique, c'est une contrainte de type budgétaire, parce qu'avec la taxe carbone, compensée ou pas d'ailleurs, vous allez avoir Barbara Pompili qui va aller voir des économistes en disant «Moi, je voudrais 5% de réduction des émissions de gaz à effet de serre par an». Ces économistes, ensuite, ils vont faire tourner des modèles pour sortir le taux idéal de la taxe, donc en prenant en compte un certain nombre d'effets, etc. Mais ça reste des modèles, hein, c'est toujours simplifié. Et ensuite, une fois que les économistes ont sorti le taux idéal de la taxe, ça va être mis en vigueur, ça va entrer en vigueur, et puis ensuite vous allez avoir Barbara Pompili qui va prier pour que finalement le modèle utilisé par les économistes ne soit pas trop faux, que les gens se comportent à peu près comme le modèle et réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre de 5%. Et donc le problème, c'est que bon, si les gens sont comme le modèle, ils vont peut-être réduire, mais ils vont peut-être pas forcément réduire suffisamment, ni dans un délai raisonnable. Et donc finalement, vous allez avancer à tâtons. Et en augmentant le taux l'année d'après pour compenser éventuellement les sous-performances entre guillemets de l'année précédente ou inversement. Et donc finalement, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Donc on sait à peu près tous que l'économie, c'est pas tout à fait une science exacte, hein. Il y a beaucoup de paramètres qui sont pas modélisés, etc.
Et donc, dans le cas d'une contrainte de type budgétaire, d'une contrainte climatique de type budgétaire, eh ben, c'est assez risqué, on va dire, d'utiliser ce genre d'outil parce que voilà, on sait pas ce que ça va donner. Et enfin, donc la dernière différence, c'est que le quota, c'est une contrainte qui est non financière. Donc ça veut dire que c'est indépendant du revenu. Ça veut dire que les plus aisés, les plus riches ne pourront pas se permettre d'épargner un peu moins pour continuer à polluer pareil. Alors que dans le cas d'une taxe carbone, compensée ou pas, et ben finalement 20 centimes sur un litre d'essence, ça fait quand même pas grand-chose quand on gagne beaucoup par mois. Le deuxième point, c'est que c'est indépendant de l'évolution des prix et de la technologie. Par exemple, si aujourd'hui on met une taxe carbone, donc sur les billets d'avion notamment, parce que l'avion ça émet, etc. Mais que demain, Airbus arrive à faire un avion sans pilote, Airbus ou n'importe qui, hein, l'avion sans pilote, ça va baisser le prix des billets d'avion parce que y a plus de pilotes à payer entre guillemets. Et donc du coup, les gens, en réaction à cette baisse de prix, bah, ils vont se mettre à consommer davantage de billets d'avion. Et donc du coup, si vous voulez éviter ça, il faut réaugmenter la taxe pour compenser la baisse de prix des billets d'avion. Donc ça s'appelle l'effet rebond. Mais on sent vite que ça va être compliqué parce que l'évolution des prix et de la technologie, elle se fait pas forcément de la même manière, au même rythme dans tous les secteurs. Et voilà, si de base il faut en permanence réaugmenter et réaugmenter le taux de la taxe, ça devient vite compliqué. Et enfin, le quota, c'est une contrainte qui est indépendante du coût des alternatives. Alors ça, c'est aussi très important parce qu'aujourd'hui, par exemple, si on prend le cas des voitures électriques, c'est presque aussi intéressant économiquement dans pas mal de situations que les voitures thermiques. Et donc en théorie, on pourrait penser qu'il n'y a pas besoin d'une taxe carbone énorme pour que les gens passent davantage à l'électrique. Par contre, maintenant, si vous faites la même comparaison sur une autre situation qui est par exemple le voyage longue distance, si vous comparez le train et l'avion, pour les voyages longue distance, même pour aller en Europe, hein, par exemple, on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, bah là, il y a quand même beaucoup, enfin, c'est clairement différent. Aujourd'hui, vous pouvez aller quasiment avoir des allers-retours à 50 euros en avion pour aller en Pologne. Faites la même chose en train, ça va vous coûter beaucoup plus cher, ça va vous prendre des journées, etc. Et donc là, pour que les gens changent, il faudrait une taxe qui soit beaucoup plus importante. Et donc on se retrouve finalement avec, voilà, il faudrait idéalement un taux de taxe par secteur. Et donc ça commence vite à devenir un peu le bazar, quoi. Voilà, donc ça on a fait un peu le tour de la taxe carbone compensée. On va parler maintenant des quotas aux producteurs. Alors les quotas aux producteurs, c'est ce qui existe aujourd'hui au niveau européen, donc le système européen d'échange de quotas d'émissions. Le principe, en gros, c'est que donc il va y avoir le budget va être détaillé en quotas qui vont être alloués à chacune des entreprises. Et c'est les entreprises qui doivent ensuite, à la fin de l'année, démontrer qu'elles sont bien en possession de suffisamment de droits d'émission par rapport à leurs émissions réelles. Euh, voilà, c'est une contrainte de type budgétaire. Donc les différences par rapport aux quotas aux particuliers, la première, c'est que c'est une contrainte qui va se traduire vis-à-vis des particuliers par une hausse des prix pour tout le monde. Parce que donc ça va être une contrainte qui va être appliquée aux entreprises, mais du coup les entreprises elles vont répercuter cette contrainte par une hausse des prix à un moment. Et cette hausse des prix, finalement, elle va être indépendante de la personne qui achète le bien. Et donc que ça soit quelqu'un du décile 1 ou quelqu'un du décile 10, il va voir visuellement la même hausse de prix au niveau du produit. Donc entre guillemets, c'est pas très juste. La deuxième différence, c'est comment est-ce qu'on répartit les quotas en fonction des entreprises. Quand on est sur des individus, on se dit, voilà, les individus, a priori, ils peuvent être tous égaux devant la loi, ils ont tous, on va dire, le même droit à vivre, etc. Ça paraît pas débile de dire qu'on met les mêmes quotas pour tout le monde. Par contre, pour les entreprises, c'est un peu différent parce que est-ce que vous donnez le même nombre de quotas à la Sodexo qui fait par exemple des repas dans des cantines ou à Airbus qui fait des avions ou Air France qui opère des avions? Bon, là, tout de suite, on peut se poser ça amène la question finalement de l'utilité de chacun des secteurs économiques dans l'économie. Et, ou alors, si vous voulez pas répartir comme ça, vous pouvez vendre les quotas aux enchères. Donc, c'est-à-dire, finalement, les quotas sont au début vendus par une administration ou une unité qui gère le dispositif, et c'est les entreprises qui vont venir acheter les quotas dont elles ont besoin pour couvrir leur processus. Mais dans ce cas, voilà, vous retombez sur quelque chose de financier et vous favorisez potentiellement les boîtes qui ont le plus de marge de manœuvre, entre guillemets, ou le plus de pouvoir de marché. Et donc ça a aussi pas mal d'effets pervers.
Et donc la dernière comment dire, différence, c'est que les quotas aux producteurs, aujourd'hui, ils sont très peu visibles aux citoyens. Si vous allez dans la rue et que vous demandez aux gens, qu'est-ce que vous pensez du système européen d'échange de quotas d'émissions, c'est à peu près 100%, enfin 99% de probabilité que les gens savent pas ce que c'est. Et à partir du moment où les gens ne savent pas ce que c'est, les gens ne sont pas, du coup, ne sont pas intéressés par ce qui se passe, vu enfin, ils ont juste pas accès à ce qui se passe. Les gens vont pas s'y intéresser, et si les gens vont pas s'y intéresser, les politiques vont pas s'y intéresser non plus. Et donc historiquement, c'est un peu ce qui s'est passé sur le marché du carbone européen, donc le système européen d'échange de quotas d'émissions. Ça existe depuis un bon moment, hein, ça a été mis en place après le protocole de Kyoto par phase. Et ça n'a jamais marché jusqu'à 2019 où la Commission européenne a commencé à dire bon, il faudrait peut-être faire quelque chose pour que les entreprises soient un peu plus contraintes, hein. Il y avait en gros des allocations, des allocations de quotas qui étaient euh, faites gratuitement pour couvrir un bon nombre de secteurs. Il y avait un bon nombre de secteurs qui n'étaient pas inclus dans le dispositif, comme l'avion par exemple. Donc voilà, c'est vraiment le symptôme du truc qui est visible de personnes, non seulement de certains élus et des instances européennes. Et du coup, finalement, tout le monde s'en fiche et ça tombe un peu dans l'oubli et personne ne s'en préoccupe. Voilà, donc j'ai à peu près fait le tour. Bon, finalement, j'ai mis 1 heure. On va parler maintenant du projet assez rapidement. Donc le projet, aujourd'hui, c'est un collectif donc, qui a eu en moyenne une quarantaine de bénévoles depuis début d'année dernière. Alors, on a commencé à une vingtaine, et puis on a fait un peu plus en milieu d'année 2021, et puis là, on est un petit peu moins nombreux. Aujourd'hui, on est en train donc, de finaliser l'étude de faisabilité, de terminer la rédaction du rapport de faisabilité, qui va clôturer donc, l'étude qu'on a menée depuis fin d'année dernière. Les nouveaux objectifs qu'on se fixe pour les phases qui vont démarrer à partir de fin du mois, c'est porter le concept dans le débat public. Donc cette première présentation, c'est une première pierre. Et mettre en place des projets pilotes pour commencer à concrétiser un petit peu toutes les idées qu'on a eues finalement et toutes les analyses qu'on a faites. Et commencer à mettre en place, on va dire, de manière concrète, des outils pour la comptabilité carbone individuelle. Donc si vous voulez être informé de la publication du rapport et puis de manière générale en savoir plus, vous pouvez aller sur notre site allocationclimat.fr. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter, il y a un formulaire en bas de page. Voilà. Et donc les projets pilotes, ce qui va nous intéresser là. Le premier projet pilote qu'on a, pardon, donc c'est une étude de cas pour la comptabilité carbone des entreprises. Donc le mécanisme que j'ai présenté un peu au-dessus là avec l'entreprise qui gère ses flux de carbone, etc. Pour cette étude, donc, le but c'est de tester la mise en place de la comptabilité carbone sur un cas réel, donc avec une vraie entreprise qui apporterait ses comptes, ses factures d'achat, etc. Enfin, etc. Euh, on a des contacts en cours avec un cabinet d'experts comptables en ce moment, donc on a rédigé un cahier des charges et donc on va rechercher des partenaires, que ce soit pour le financement ou même des entreprises qui seraient intéressées pour participer à cette étude. Voilà, donc ça c'est le premier projet. Un deuxième projet qu'on a, c'est une proposition donc, qui s'inscrirait dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, et ISO 26000, donc vers les entreprises et de manière plus générale les organisations, ça peut être des collectivités, etc. Le but, c'est donc d'une part de sensibiliser les membres aux enjeux climat, donc de fournir des espèces de parcours de formation aux individus qui composent ces organisations, et aussi à la comptabilité carbone individuelle. Donc ça, c'est très important. L'idée, c'est par exemple de mettre en place une comptabilité carbone individuelle sur un périmètre restreint dans ces organisations, que ce soit par exemple la restauration collective ou les trajets domicile-travail. Et vraiment, voilà, partir finalement des communautés qui existent déjà et les outiller pour pouvoir commencer à jouer entre guillemets avec la comptabilité carbone individuelle et à se familiariser avec cette notion de, d'empreinte carbone au niveau individuel. Donc là, pareil, il y a beaucoup il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'entreprises qui sont vraiment intéressées par le sujet, donc c'est quelque chose qu'on veut vraiment développer.
Et enfin, donc le troisième qu'on a identifié là, en ce moment, c'est une expérimentation à échelle territoriale réduite de l'ensemble du concept allocation climat. Donc par exemple au niveau d'une commune, où là l'idée c'est vraiment de tester le concept, tout le concept, donc avec l'étiquetage carbone, bon, sur un périmètre simple, réduit, les allocations mensuelles de points carbone, la notion de limite, l'échange, etc. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est pareil, rechercher des partenaires pour l'infrastructure. Typiquement, toute l'infrastructure de paiement, etc., on pourrait se repartir sur des choses qui existent déjà au niveau de monnaie locale. Et ensuite, donc le financement, et puis surtout des communes qui seraient intéressées pour mettre en place ça. À titre d'exemple, par exemple, en Finlande, il y a eu une initiative de ce style-là, où c'était en fait des quotas de CO2 pour la mobilité, donc vraiment sur le transport en commun, voiture, vélo, etc., qui ont été mis en place dans une ville qui s'appelle Lahti en Finlande, sur des fonds européens, et voilà, qui avait un, un retour d'expérience assez intéressant. C'était forcément sur la base du volontariat, hein, c'est les personnes qui le voulaient télécharger l'application pour participer à l'expérience. Voilà, donc pareil là, on voit, il y a de l'intérêt sur le sujet, donc c'est quelque chose qu'on veut développer et qu'on veut mettre en place pour concrétiser un petit peu finalement ce qu'on a fait jusque-là. Donc cette liste, elle n'est pas exhaustive. L'idée, c'est que on peut très bien avoir plein d'autres idées. Je pense qu'on aura plein d'autres idées de choses à développer. Voilà, donc le point principal maintenant, c'est il faut qu'on trouve des gens motivés pour faire ces projets pilotes. On a déjà donc les gens qui sont déjà dans le projet, mais on est vraiment ouvert à toutes les personnes qui sont intéressées par ce concept et par ce type d'outils. Voilà, et c'est vraiment le message, c'est rejoignez-nous si vous avez envie rejoignez-nous si vous avez envie de contribuer. On s'accommode de toutes les compétences et de toutes les disponibilités d'un point de vue timing, on va dire. Voilà. Donc, si vous avez, donc on va passer un petit peu dans les questions. Là, je vais passer un peu dans le chat. Si vous voulez nous rejoindre, rejoindre le projet et contribuer de quelque manière que ce soit sur les projets que vous avez identifiés là, ou si vous avez d'autres idées que vous pensez compatibles et pertinentes dans le cadre de ce qu'on a vu ce soir. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on fasse ce genre de présentation auprès de groupes que vous pensez intéressés, bah, n'hésitez pas. Voilà, vous m'envoyez un mail, contact@allocationclimat.fr. Il y a aussi un formulaire de contact qui est disponible sur le site. Je remets l'adresse mail, enfin l'adresse internet du site, si vous voulez aller jeter un œil dès maintenant. Oups. Et voilà, et donc le rapport de faisabilité qui sera publié d'ici 2 semaines, qui présentera un petit peu les détails des analyses qu'on a faites. Voilà, donc c'est à peu près tout. Je vais passer aux questions maintenant. Alors, donc première question, anticiper une mise à l'échelle internationale. Donc effectivement, ce truc-là, on sent bien cet outil-là, on sent bien que bah, c'est intéressant quand tout le monde le fait. Nous, on est parti du principe qu'il fallait bien commencer quelque part, mais et que potentiellement, enfin, il faut que quelqu'un se jette à l'eau et puis montre que ça marche entre guillemets. Et on peut imaginer qu'ensuite que les pays voisins enfin, ou d'autres pays dans le monde bah, voient que effectivement c'est pas affreux, ça fonctionne, et du coup adoptent aussi le mécanisme et que peu à peu ça s'étende. Alors quelque chose que j'ai pas dit effectivement dans la présentation, euh, aujourd'hui une des conclusions de l'étude de faisabilité sur le périmètre du dispositif, il faut que ça soit forcément quelque chose qui englobe au minimum l'espace de libre-échange européen. Donc on va dire une mise en place à l'échelle européenne, c'est quelque chose qui a du sens. Et on ne pourrait pas faire beaucoup plus détaillé, par exemple commencer par la France, parce que bah, du coup, de fait, à cause du libre-échange, on n'a pas la connaissance finalement des flux de marchandises importées. Et du coup, toute la partie importation, elle tombe un peu à l'eau, quoi.
Alors la chaîne de valeur point carbone évoquée ne fonctionne que si tous les pays participent. Donc là effectivement il y avait la petite boulette sur les importations enfin le petit point sur les importations où là c'est géré de manière séparée avec des trucs un peu classiques, des estimations un peu à la louche. Oui, enfin, clairement la chaîne de valeur quelque part aux frontières du dispositif, elle est initialisée par des estimations qu'on peut faire un peu à la louche. Et finalement, on se préoccupe pas trop, entre guillemets, de la louche qu'on prend pour faire ces estimations, parce on donne un moyen aux entreprises de démontrer qu'elles peuvent mieux faire. Ensuite, donc il y avait un autre commentaire, n'est-ce pas encore une réponse technologique qui comporte des externalités négatives à gérer? N'est-il pas plutôt temps de simplifier et détechnologiser nos modes de vie? Alors oui, je pense que ça parle peut-être de la blockchain, mais il y a peut-être y avoir des commentaires sur la blockchain dans la présentation. Là, nous, dans l'étude de faisabilité, on ne s'est pas trop attardé sur la mise en place, le détail de la mise en place technique quelque part. Donc, comment est-ce qu'on allait concrètement, enfin très concrètement, on va dire, gérer les comptes, avec quel logiciel on allait gérer les comptes, ça, on l'a pas encore fait. Ensuite, donc, ok, très bien. Cela nécessite donc une distribution gratuite de points carbone sur l'année 0. Alors là, je comprends pas trop la question. Euh, Bon, je passe sur la suivante. Normalement, là, il n'y a pas forcément besoin Alors, les points carbone, ce qui est important à garder en tête, c'est qu'ils sont uniquement manipulés par les particuliers. Les entreprises, elles manipulent juste une comptabilité des flux de carbone, donc qui est labellisée en points carbone, mais n'opèrent pas de paiement en carbone entre elles. Il n'y a pas besoin, à partir du moment où la comptabilité est là et qu'elle est certifiée, il n'y a pas besoin de mettre en place ça. Nos entreprises françaises sont déjà écrasées par les normes et charges. Dans un pays qui pollue le moins du monde, veut-on leur accrocher un nouveau boulet au pied? Alors une vraie question. Alors le fait qu'on soit un pays qui pollue le moins du monde, je pense que ça nous exclut pas quelque part de faire quelque chose et de justement, si on a des idées entre guillemets, des idées qu'on trouve bonnes, de montrer que ces idées-là, elles ont du potentiel. Pour moi, c'est indépendant, sachant que de toute façon, on pollue le moins du monde, mais on est quand même aujourd'hui 5 fois au-dessus du target du terrien moyen pour la neutralité carbone. Donc, c'est clair on n'est pas forcément les moins bien placés, entre guillemets, mais, c'est pas pour autant qu'on n'a pas de chemin à parcourir. Sachant que bon, un pays qui pollue le moins du monde aussi, il y a toute la partie importation, ça fait à peu près la moitié de l'empreinte carbone des Français, hein. Donc tous les produits qui sont faits en Chine, finalement, ils sont faits avec de l'électricité qui est produite à base de charbon, donc en bonne partie. Donc il y a aussi les importations, c'est vraiment important. Et après, sur les normes et charges, alors là, c'est un moment de toute façon, si on part du principe qu'on veut s'outiller pour atteindre ces résultats-là, il faut effectivement trouver la méthode qui est, un, efficace, la plus efficace, et deux, qui est acceptable socialement. Et donc, on a fait la comparaison avec les différents moyens, la taxe carbone, etc. À un moment, si on a un outil qui est pas efficace, on risque à la fin de dépenser beaucoup plus d'argent sur ce genre avec un outil qui marche pas suffisamment, quoi. Donc la présentation sera disponible, oui, en replay sur YouTube, tout à fait. Alors, l'allocation climat, c'est miracle, tout positif. Alors, c'est quoi les inconvénients? Il doit y en avoir. Bah, on va pas se voiler la face, hein. L'étude de faisabilité, ça nous a ça nous a conforté dans le fait que c'était quelque chose il n'y avait pas d'obstacle technologique à la mise en place de ce truc-là. On se reposait de manière assez significative sur des choses qui existaient déjà. Par contre, d'une part, il y a une contrainte, il y a la contrainte du budget climatique qui est détaillé de manière individuelle. Donc ça, ça peut être un inconvénient parce qu'il y a des gens qui pourraient vous dire que moi, j'ai pas envie d'être contraint. C'est un peu plus compliqué qu'une taxe carbone au sens où il faut gérer un budget carbone en parallèle d'un budget euro.
Donc au niveau de la charge mentale, c'est sûrement plus compliqué. Voilà. Après nous, dans les résultats, enfin, on va dire en ayant parcouru l'ensemble de l'étude de faisabilité, en pesant les pour et les contre, finalement, si l'objectif c'est vraiment de tenir le budget des 500 gigatonnes de CO2 et des 1,5 degrés, les inconvénients qu'on a vus, ils n'étaient pas de nature à remettre en question la viabilité du dispositif. Donc, en tout cas, de ce qu'on a fait. Projet pilote à l'échelle territoriale, vous voyez ça à quelle échelle de temps environ? Bah, c'est une bonne question. L'appareil, l'idée, ça va être un peu des projets qu'on va faire, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut réutiliser. Le but, c'est de ne pas réinventer la roue, notamment sur les notions de transfert de points carbone, etc. Il y a vraiment, il y a des infrastructures libres, enfin open source qui existent déjà pour ça, donc c'est quelque chose qu'on pourrait réutiliser. Des communes qui vont être intéressées, je pense qu'il y en aurait. Des gens qui vont être intéressés, commerçants comme particuliers, je pense qu'il y en aura aussi. Donc, à quelle échelle de temps, voilà, ça dépendra un petit peu du premier tour d'horizon qu'on va essayer de faire là d'ici la fin d'année, pour sentir un peu voilà, quelles sont les briques. Est-ce qu'il y a des briques technologiques qui manquent? Est-ce que pour cette mise en place là à court terme? Mais enfin, moi vu de mon point de vue comme ça, moi j'aimerais bien que en un an ça soit mis en place quoi, et qu'on fasse ça de manière suffisamment réplicable entre guillemets pour que s'il y a une commune qui s'est dotée de ce genre d'outils, bah, qu'on puisse répliquer ce truc-là sur d'autres communes qui seraient intéressées, etc. Donc moi je pense que l'horizon d'un an pour avoir au bout d'un an quelque chose où on commence un petit peu à toucher du doigt la réalité de ce truc-là, euh, je pense que ça peut être quelque chose d'envisageable. Voilà. Quelle compensation pour les charges carbone subies et inégalitaires? Alors, du coup, là, c'est la question de. Alors, je vais peut-être reformuler un petit peu la question. C'est quelle compensation pour les charges carbone subies et inégalitaires dans le cadre des gens qui n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre? L'exemple, c'est que on a vu que en moyenne, l'empreinte carbone était croissante avec le niveau de vie. Mais au sein de chaque décile de revenus, il y a une disparité qui est quand même importante. Donc la moyenne fait que, voilà, enfin, en moyenne, ça monte. Mais vous pouvez quand même avoir des gens dans les premiers déciles de revenus qui effectivement se retrouvent à devoir faire 1 heure de voiture pour aller travailler, à payer une passoire énergétique parce que en fait ils n'ont pas les moyens d'investir pour rénover ou pour changer de voiture, avoir une voiture électrique ou plus moderne. Donc il y a une vraie problématique de l'insolvabilité carbone, c'est comme ça qu'on a appelé ça dans le rapport, de gens qui finalement n'ont pas les moyens de faire autre chose. Et donc là, du coup, ce qu'on a imaginé, finalement, c'est faire un peu un parallèle avec aujourd'hui ce qui existe au niveau de l'insolvabilité tout court. Il y a des commissions de surendettement qui existent. Et donc, on pourrait imaginer d'avoir une fraction du budget global qui est dédié à un petit fonds qui permettrait de gérer ces cas un peu limites, entre guillemets. Voilà, sachant que du coup, bon, c'est toujours un peu la même chose, hein. Il faut que ça soit des choses qui soient faites au cas par cas, parce que à partir du moment où vous ouvrez les vannes, ça y est, c'est open bar, et puis votre système, tout le monde en profite, et puis ça sert plus à rien, quoi. Quel est votre objectif ultime? Débat public, pédagogie, déploiement? Eh ben, les trois. Le débat public, c'est ce qu'on est en train de faire. Pédagogie, c'est ce qu'on va faire avec les projets pilotes, avec certains projets pilotes. Et le déploiement, c'est ce qu'on voudrait faire avec le projet pilote sur une échelle territoriale réduite. Notre approche là-dedans, dans ce projet, c'est pas de dire on va voir les politiques et on veut ça dans le programme de Intel qui se présente en 2022. Ce qu'on veut, c'est que ça passe par les gens, que les gens qui trouvent ça intéressant s'approprient le dispositif, contribuent à son rayonnement, à creuser un petit peu, à continuer à creuser un peu le sujet, et que comme ça, de proche en proche, nous on a quand même une bonne conviction que ça peut déborder comme ça de proche en proche et agrandir, s'agrandir et se répandre jusqu'à ce que finalement, voilà, ça arrive aux oreilles de politiques qui seraient aussi intéressés par le sujet, etc. Bon, ça exclut pas qu'il puisse y avoir des raccourcis où il y a un politique influent qui a connaissance de ce truc-là et qui effectivement croit aussi dans ce mécanisme-là. Mais voilà, notre but, c'est vraiment de passer par les gens, quoi, de passer par les individus. Sur quelles valeurs vont se baser les points carbone? Estimation personnelle selon l'ADEME, etc., etc. Alors là, du coup,
c'est un peu la slide que je montrais sur l'entreprise. Un point carbone, ça va être 1 kg de CO2. C'est juste que c'est plus rapide à écrire, hein, schématiquement. Et donc aujourd'hui, les entreprises, elles ont déjà une obligation, alors au-delà d'une certaine taille, de faire un bilan GES réglementaire sur leur scope 1, donc leurs émissions directes. Nous, on dit qu'elles vont garder ce truc-là, on va le réutiliser, et c'est juste que les entreprises, elles vont intégrer ça dans une comptabilité carbone au niveau de leur périmètre, qui inclut aussi les flux de carbone qui viennent de leurs fournisseurs. Donc concrètement, il n'y a pas de, il y a pas de, il n'y aura pas de complexité à ajouter en termes d'estimation de contenu carbone, parce que aujourd'hui, ce que les entreprises font, c'est ce qu'on va réutiliser. Et on va pas rajouter de nouveaux bilans à faire où ça nécessiterait de faire des nouvelles estimations et de passer par des cabinets de conseil, etc. On va prendre ce qui existe et c'est juste qu'on va le chaîner de producteur en producteur, d'entreprise en entreprise. Voilà. Et donc par exemple sur le cas du producteur de viande, c'est un bon, alors de l'éleveur plutôt, c'est une bonne remarque. L'éleveur, il va acheter de l'essence pour son tracteur, pour ses bâtiments, il va amortir ses bâtiments, le coût carbone de la construction de ses bâtiments. Il va acheter des intrants quelconques en fonction de son mode de production. Et ses émissions directes, ça va être donc l'essence qui brûle dans son tracteur. Ça va être aussi le méthane qui est lié au mécanisme de rumination. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on sait à peu près quantifier avec, pareil, dans des bilans en scope 1. Donc ça, c'est pareil, on va pouvoir le comptabiliser dans les flux de carbone que l'éleveur va devoir manipuler. Voilà. Et ouais, voilà, c'est à peu près tout. Et donc du coup, ouais, enfin, l'idée c'est vraiment ça, c'est que sur l'étiquetage carbone, si on se donne comme objectif qu'il faut un étiquetage carbone sur les biens et services pour que les gens soient au courant et qu'ils puissent faire des comparaisons éclairées entre deux produits aussi, ça c'est important. Et ben, il faut réfléchir à quels sont les moyens de mettre en place cet étiquetage carbone. Aujourd'hui, si on part sur une analyse de cycle de vie, alors là pour le coup, les prix les charges sur les entreprises, elles vont exploser. Si on part sur un truc plus style refacturation du carbone, avec finalement une analogie assez forte avec la comptabilité traditionnelle, en simplifié parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont pas applicables. Voilà, on considère qu'en tout cas c'est quelque chose c'est des activités en plus, mais par rapport aux moyens alternatifs, c'est entre guillemets le meilleur rapport qualité-prix, quoi. Voilà, voilà. Donc je sais pas s'il y a d'autres questions. Je pense que ça a l'air, en tout cas. euh, alors après, donc l'étiquetage carbone des capitaux financiers dont on manque cruellement de méthodologie aujourd'hui. Alors comment dire, donc là on parle finalement, on parlerait de l'empreinte carbone de l'épargne, par exemple. Euh, L'empreinte carbone de l'épargne, enfin, l'épargne quelque part, elle est utilisée par une entreprise qui va avoir un processus de production qui émet des gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre, ils sont générés parce que parce qu'il y a un processus de production. Et donc les capitaux quelque part, c'est une entrée entre guillemets de l'entreprise. Et si vous enlevez la production de l'entreprise, il n'y a plus besoin de capitaux, il n'y a plus besoin d'épargne, il n'y a plus besoin de rien du tout. Donc l'idée, c'est de dire que l'épargne, il n'y a pas de, enfin, le contenu carbone de l'épargne, quelque part, c'est le contenu carbone des produits. Il est déjà géré, il est déjà supporté par les produits qui ont été fabriqués à partir des machines achetées grâce à l'épargne. Voilà, voilà, voilà. Bah écoutez, je pense que alors après oui, il y a une question sur effectivement enfin, les mesures d'accompagnement de manière générale, hein. Euh, L'allocation climat, c'est pas all-in-one, c'est pas le truc qui va résoudre tous les problèmes. Ça va nous permettre de nous assurer qu'on respecte le budget climatique global. Par contre, il y aura à côté, mais quelque part c'est un cadre. C'est pas ça va pas nous dire comment réduire. Et donc il faudra derrière à côté une évolution
on va dire de la- pardon, de l'appareil normatif. Aujourd'hui, par exemple, on a les réglementations thermiques qui sont de plus en plus strictes d'année en année. Ça, enfin, ces réglementations-là, elles sont importantes parce qu'elles permettent aussi d'encadrer et de baliser le chemin quelque part, le chemin le plus pertinent et le plus efficace pour arriver vers une réduction effective des émissions de gaz à effet de serre. Donc l'allocation climat, elle va pas nous dire elle va pas nous dire comment est-ce on va faire pour y arriver. Elle va juste mettre en place le bon cadre et les bons signaux pour que on fasse les investissements les plus efficaces possibles et que les investissements soient fléchés de la meilleure manière possible. Euh, voilà. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si vous regardez aujourd'hui, il y avait une centrale solaire dans les Landes, là c'était assez intéressant, j'avais regardé. Et l'entreprise avait produit une note d'impact pour évaluer en gros si c'était intéressant d'un point de vue émissions de gaz à effet de serre d'implanter cette centrale solaire, compte tenu du fait que bah, du coup ils rasaient de la forêt et puis dans un pays comme la France, on a un mix qui est déjà quand même bien carboné, bien décarboné. Et en fait, il y avait des hypothèses qui étaient fausses, et même sans ces hypothèses, la conclusion de la note, c'est que c'était pas spécialement intéressant. Donc vous imaginez bien que ces centrales solaires, elles sont subventionnées quand même de manière significative. Il y a des notions de rachat d'électricité, etc. Enfin, aujourd'hui, je pense qu'il y a un gros paquet d'argent qui est perdu parce qu'on ne sait pas mesurer précisément et on ne fait pas attention, entre guillemets, aux résultats. À est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que ça réduit vraiment les émissions de gaz à effet de serre? L'allocation climat, l'avantage, c'est que ça inclut finalement dans la contrainte budgétaire, au-delà du signal prix, on pourrait dire le signal carbone, hein, ça inclut la contrainte sur les émissions de gaz à effet de serre. Et partant de là, si en gros la demande elle est assortie de cette contrainte-là vis-à-vis des entreprises, les entreprises elles sont pas bêtes entre guillemets, elles vont aller chercher le truc qui aussi d'un point de vue carbone n'est pas débile. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là, il est 22 heures. Donc la présentation sera disponible en replay là sur YouTube, on la mettra aussi sur le site de l'allocation climat. Le message, c'est si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un mail. Si vous êtes intéressé pour contribuer au projet, vous m'envoyez un mail à contact@allocationclimat.fr et voilà. Et comme ça, le but c'est qu'on démarre les projets pilotes d'ici la fin du mois pour embrayer sur la suite et commencer à concrétiser tout ça. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et puis bah, je vous souhaite une bonne soirée et puis du coup à très bientôt pour ceux qui nous rejoignent.